Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine qui vous est proposée par l'IRIS. Alors cette semaine, ça va être une chronique un petit peu spéciale pour deux raisons. La première, c'est que ça va être la dernière de cette saison. On reprendra bien sûr en septembre ces chroniques régulières, mais spéciale aussi parce qu'elle va être consacrée à un sujet qui est les conclusions du sommet entre l'Union européenne et les membres de la communauté des États latino-américains et caribéens, la CELAC, qui ont tenu sommet les 17 et 18 juillet dernier à Bruxelles. Il se trouve que j'étais sur place, j'ai suivi les travaux de ce sommet, mais aussi celui de la société civile. Et donc, on va prendre un petit peu de temps aujourd'hui, un peu plus que d'habitude, pour essayer, non pas d'être exhaustif, ce sera malheureusement pas possible, mais pour essayer un petit peu de comprendre l'esprit et, disons, les articulations de ce sommet et à travers l'étude de sa déclaration finale. Ce qu'on peut dire à chaud, c'est que ce sommet finalement a accouché d'une déclaration commune, ce qui n'était pas gagné avant que le sommet se déroule, du fait des divergences sur les dossiers que j'ai évoqués, mais finalement il y a bel et bien eu une déclaration commune qui a été publiée le 18 juillet. Et que dit cette déclaration ? Elle dit beaucoup de choses parce qu'elle fait 41 points. Elle est quand même, il faut le signaler, endossée par 60 pays, tout du moins presque, moins 1, puisque le Nicaragua a refusé d'apporter sa signature à cette déclaration commune. C'est un premier bémol sur, en particulier, ce qui a à voir avec le dossier à la fois de la guerre en Ukraine et donc implicitement du rapport à la Russie. Le Nicaragua soutient la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, mais aussi parce que la déclaration en question fait beaucoup de liens ou fait référence à la question des droits humains, de la démocratie, qui sont toujours des sujets à interprétation multiples et qui prêtent des interprétations multiples. Et comme le Nicaragua est en conflit avec les États-Unis, avec beaucoup d'organisations internationales, eh bien, il a décidé de ne pas endosser ces éléments dans la déclaration, donc il n'a pas signé. Mais je veux dire par là qu'il faut comprendre que le sommet entre l'Union européenne, je dirais UE-CELAC à partir de maintenant, eh bien, ça regroupait quand même 60 pays, ce qui n'est pas rien. Donc une déclaration en 41 points, bien sûr je ne vais pas faire la liste des 41 points dans ma chronique, mais on va un petit peu regarder quels sont les principaux domaines qui ont été abordés. D'abord, on peut dire que le sujet de la guerre en Ukraine n'a pas été évincé, même s'il n'a pas été directement ou trop directement évoqué. Je m'explique. Sur cette question, latino-américains et européens ne sont pas d'accord. L'Union européenne aimerait, exige des pays latino-américains qu'ils soient solidaires de l'Union européenne dans son soutien à l'Ukraine direct et même militaire, ce que refuse l'essentiel des pays latino-américains. Encore une fois, la plupart des pays latino-américains, on l'avait déjà analysé ensemble ici, condamnent l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais ne veulent pas soutenir ou prendre des sanctions contre Moscou pour des raisons de principe. Ils ne croient pas aux sanctions, ils pensent qu'elles sont prises de manière unilatérale, ils pensent qu'ils en payent le coût par l'inflation, la crise énergétique, des difficultés de commercer avec la Russie, à un moment donné où les pays de la région sont exsangues sortis du Covid sur le plan économique et que donc le coût de ces sanctions est beaucoup trop lourd pour eux. Donc ils ne veulent pas rentrer dans cette logique-là et ils ne veulent pas s'aligner sur les exigences et les positions des puissances occidentales. Donc ça, c'est un point dur qui n'a pas été résolu, mais en tout cas, la déclaration, dans son article 7, eh bien, affirme que la guerre en Ukraine est une préoccupation en fait, commune des pays latino-américains et de l'Union européenne, ce qui n'a pas plu d'ailleurs au Nicaragua, comme je le disais. Mais en tout cas, on a réaffirmé un certain nombre d'engagements communs sur la Charte des Nations Unies, sur le fait qu'on condamnait le recours à la force dans les règlements des différends entre pays, qu'on condamnait l'invasion de l'intégrité territoriale d'un pays. Donc ça veut dire qu'on condamne la Russie et ça rentre à peu près dans le schéma de la plupart des pays latino-américains. Et en même temps, les pays latino-américains ont obtenu que dans cette déclaration commune, il y ait des critiques qui soient faites sur les sanctions, sur l'utilisation de sanctions dans le règlement des conflits, qu'il faut privilégier la paix, qu'il faut œuvrer au maximum pour des négociations politiques, des solutions négociées, comme on dit, dans les conflits. Et donc, même si ça ne mange pas de pain en quelque sorte pour les Européens, eh bien, ils ont quand même concédé de mettre ces principes qui organisent finalement les diplomaties latino-américaines pour qu'elles se sentent à l'aise. Et dans le texte, il n'y a donc pas clairement de condamnation de la Russie ès-qualité, et il n'y a encore moins un soutien des pays latino-américains à l'Union européenne et à l'armement de l'Ukraine. Donc ça, c'est un
Premier point, tout le monde retrouve un peu, disons, ses chats, si je puis dire, dans cette déclaration. Mais en tout cas, elle prend en compte une partie des positions et des grilles d'analyse, en tout cas, des relations internationales par les pays latino-américains. Deuxième aspect qu'il faut retenir dans cette déclaration et autour, c'est que quand même, elle sanctionne le fait qu'il y a un retour de l'intérêt de l'Union européenne pour l'Amérique latine. Et ça, c'est bien sûr lié au contexte géopolitique, précisément à la guerre en Ukraine, mais aussi au post-Covid. L'Union européenne qui veut chercher les voies d'une plus grande souveraineté énergétique, alimentaire, qui doit pallier à la rupture énergétique avec la Russie, par exemple, etc. Et pour cela, l'Amérique latine, peut-être plus que jamais, est un point d'appui, parce que l'Amérique latine regorge de matières premières, de produits alimentaires. Elle regorge aussi d'énergie nécessaire qui peuvent aider l'Union européenne dans ses besoins d'approvisionnement énergétique en fossiles, mais aussi en énergie renouvelable. Et puis aussi l'Amérique latine, soulignons-le, est le pays qui détient la région qui détient les réserves les plus importantes de certaines matières premières critiques, comme on dit. Je pense en particulier au lithium, qui est absolument indispensable dans la chaîne de valeur et de production de toutes les batteries, de l'électrification de l'économie mondiale et de l'industrie mondiale, et donc en lien direct avec la transition énergétique durable, la décarbonation de l'économie internationale, etc. Tout passe, ou une grande partie passera par l'Amérique latine. Donc il y a un regain d'intérêt de l'Union européenne qui est affirmé dans cette déclaration et après ce sommet. Et plus que des mots, il y a aussi quelques actes, puisque l'Union européenne a annoncé qu'elle allait dégager, mobiliser 45 milliards de dollars pour des investissements en Amérique latine dans justement ces infrastructures nouvelles liées à la transition durable, à la transition énergétique, pour créer des chaînes de valeur européennes, latino-américaines en matière de matières premières critiques, comme on pense évidemment au lithium du côté de l'Union européenne, sur d'autres domaines énergétiques propres, hydrogène, choses comme ça. Donc là-dessus, on veut créer des partenariats, et plus que des partenariats, des chaînes de valeur birégionales, avec le financement d'infrastructures et de transferts de technologies qui permettront à l'économie latino-américaine de s'adapter à ces exigences pour pouvoir s'insérer dans ces nouvelles chaînes de valeur au niveau international. Et ça, c'est quelque chose qui a été annoncé, et ça passera en particulier par les fonds publics et privés qui font partie du projet, l'initiative dite Global Gateway, en anglais, l'Union européenne, qui est un peu une tentative de réponse aux nouvelles routes de la soie promues par la Chine. 45 milliards d'euros, ce n'est pas rien, c'est une somme significative, mais on est encore loin des investissements chinois en la matière, puisque la Chine a promis près de 500 milliards de dollars d'investissement en Amérique latine d'ici à 2025. Donc il y a encore, la Chine est bien devant, mais l'Union européenne veut revenir à un moment où justement elle cherche à se repositionner dans ce monde compliqué, ces recompositions, mais aussi à ne pas se laisser finalement devancer trop, ni par la Chine, ni par les États-Unis. L'Amérique latine revient à l'ordre du jour, et c'est une des conséquences, un des points importants qu'il faut souligner de ce sommet. Il y a aussi dans cette déclaration des points très importants pour les latino-américains, plus sur les domaines politiques et géopolitiques. Par exemple, la déclaration prend position pour la levée du blocus à Cuba, qui est une demande absolument centrale, bien sûr de Cuba, qui était présente par son président Miguel Díaz-Canel, mais aussi de tous les pays latino-américains qui veulent que les États-Unis cessent d'imposer ce blocus depuis 1962 à Cuba, et l'Union européenne a pris une position favorable à cela, et elle s'oppose aussi à ce que Cuba soit sur la liste des pays qui soutiennent le terrorisme, ce que a fait les États-Unis puisqu'ils l'ont intégré là, c'est l'article 12 de cette déclaration. Ça, c'est un point très important pour les latino-américains. Un autre point qui est important, bien sûr, pour les latino-américains, qui paraît en Europe assez secondaire, mais c'est important pour les Sud-Américains et les Argentins surtout, c'est un soutien, ou en tout cas la nécessité d'un dialogue sur les îles Malouines, ce grand conflit de souveraineté qui oppose l'Argentine au Royaume-Uni. L'Union européenne demande en gros une négociation politique, une solution négociée qui permette à l'Argentine de pouvoir faire valoir ses droits en fait, sur les îles Malouines. Donc il y a toute une série de choses comme ça qui montrent de la part de l'Europe une prise en compte, en tout cas de l'agenda latino-américain ou de certaines puissances latino-américaines pour contribuer à créer un bon climat, une bonne ambiance entre eux, pour avancer sur les terrains de sécurité énergétique, alimentaire, d'infrastructures, de modernisation des économies latino-américaines et d'intérêt pour le marché en fait, latino-américain. Dans ce cadre-là, la déclaration montre aussi les limites aujourd'hui de la relation entre les deux régions, puisque
Si elle se satisfait de la relance de partenariats stratégiques avec le Mexique et le Chili, l'Union européenne veut renégocier avec ces deux pays des accords bilatéraux commerciaux, rien n'a avancé, à ce stade en tout cas, sur le gros morceau qui est Union européenne, Mercosur dont je parlais. La déclaration prend acte des avancées, des travaux, c'est la formule qui est choisie dans la déclaration. Ça veut dire diplomatiquement que pour l'instant rien n'a avancé et que les divergences restent toujours importantes entre les pays du Mercosur, à commencer par le Brésil et les pays européens. Mais il y a un groupe de travail qui est technique, qui est en place et qui va travailler non-stop. Et ce qui est dit, c'est l'objectif des deux côtés, c'est vraiment d'aboutir avant la fin de l'année 2023 pour une nouvelle version de cet accord qui serait accepté par tout le monde. Donc, il y a un processus, il n'y a pas de décision, mais il n'y a pas de rupture, il y a un processus de travail pour avancer et essayer d'aller à un accord avant la fin de l'année qui, bien sûr, ouvrirait beaucoup d'autres portes en Amérique latine pour les Européens. Donc ça, la déclaration en parle. Elle parle aussi de renforcer les relations et la coopération et les alliances même entre pays européens et latino-américains en matière d'évolution du multilatéralisme. Il y a dans cette déclaration beaucoup de passages sur la nécessité de relancer le multilatéralisme, de moderniser le multilatéralisme dans un sens qui permette en fait de renforcer, je cite, le niveau de participation des pays latino-américains dans toutes les instances internationales. Donc derrière, ça veut dire potentiellement le Conseil des Nations Unies, accessoirement, mais aussi de rehausser la présence et les exigences des pays latino-américains dans les institutions financières internationales, en particulier celles qui s'occupent de gérer la question de la dette souveraine des États latino-américains, avec la volonté de renégocier des dettes auprès du FMI ou du Club de Paris. Eh bien, la déclaration va dans ce sens-là, les Européens appuyant cela. La déclaration réaffirme les engagements de l'Union européenne pour enfin permettre que les niveaux soient atteints en matière de financement pour l'adaptation au changement climatique en Amérique latine. On pense en particulier au fonds pour le climat qui devait être abondé de 100 milliards de dollars depuis 2009, ce qui n'était jamais le cas. Les Européens se sont engagés à ce que ce niveau soit atteint rapidement et donc vont accélérer leurs prêts et leur financement pour que ce fonds soit adopté. Là aussi, il s'agit de recréer un climat de confiance avec les latino-américains sur cette question climatique pour que ces derniers puissent faire des efforts que leur demandent de faire les pays du Nord, en quelque sorte. Donc ça, c'est noir sur blanc dans cette déclaration. Et aussi l'engagement de l'Union européenne à doubler les financements consacrés à l'adaptation à ce changement climatique d'ici 2025. Donc c'est quand même des engagements assez forts de l'Union européenne qui vont dans le sens de ce qu'attendent les latino-américains dans une relation un petit peu, disons, renforcée, nouvelle, avec des horizons élargis pour eux. Donc ça prend en ligne de compte cela. Parallèlement à cette déclaration, eh bien, il faut souligner le fait que ce sommet permet finalement que les choses continuent entre les deux régions. Et il y a un acquis, c'est que désormais, cette déclaration s'accompagne d'une feuille de route 2023-2025, Union européenne, Amérique latine. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, un des problèmes de ces sommets, c'est qu'ils n'ont pas de régularité. Comme je le disais tout à l'heure, 8 ans sans sommet. Mais là, cette fois-ci, on a une quinzaine de réunions au niveau ministériel, thématiques, des grandes conventions sur le développement, sur le numérique, sur la criminalité organisée, sur les matières premières, sur la question des drogues, sur la question de l'espace, la coopération scientifique, etc. Il y aura des grandes conventions birégionales, des réunions de ministres maintenant qui vont être régulières dans l'agenda, et puis des sommets qui se tiendront tous les 2 ans. C'est un engagement. Et donc, on a une institutionnalisation, pour résumer, de ce processus qui jusque-là en souffrait beaucoup. Donc, en fait, c'est quand même un acquis. Désormais, il y a une amélioration de la qualité de la relation institutionnelle entre l'Union européenne et l'Amérique latine qui est prévue, organisée grâce à cette feuille de route qui accompagne la déclaration finale. C'est un point qu'il faut souligner parce que l'analyse qu'il faut avoir de ce sommet, c'est qu'il était un peu dysfonctionnel parce que d'un côté, on a l'Union européenne qui est très structurée avec sa Commission européenne, son Conseil européen, ses États membres, son service d'action extérieure dirigé par M. Josep Borrell, puis de l'autre, la CELAC qui réunit finalement une classe entière de présidentes et de présidents qui viennent tous
à Bruxelles, et le niveau de discussion n'est pas le même. On négocie entre présidents, commission, bureaucratie entre guillemets européenne. Tout ça n'est pas propice en réalité à des négociations sérieuses et concrètes dans ce genre de sommet. Et c'est peut-être ça qui va commencer à changer avec cette feuille de route, ces conventions, ces réunions thématiques, ces réunions à niveau ministériel qui vont préparer à chaque fois les grands sommets. Donc il y a quelque chose d'important à ce niveau-là aussi qu'il faudra suivre dans le futur. Enfin, pour clore cette chronique, dire quand même quelques mots aussi du fait que bien durant ce sommet, enfin en marge de ce sommet plus exactement, il y a eu quelque chose qui s'est passé d'assez important autour de la crise vénézuélienne, puisque en marge du sommet, un peu inattendu, de manière inattendue, une réunion s'est tenue à l'initiative du président Emmanuel Macron à Bruxelles, à laquelle ont participé le président Lula, le président Gustavo Petro de la Colombie, également Alberto Fernandez, le président argentin, donc les trois grandes puissances sud-américaines, en présence de Josep Borrell, dont je parlais, le haut représentant de l'Union européenne aux affaires extérieures, et puis aussi Delcy Rodriguez, qui est la vice-présidente du Venezuela, donc côté Nicolás Maduro, et puis M. Gerardo Blyde, qui représente un peu la plateforme unitaire de l'opposition vénézuélienne. Une réunion s'est tenue avec un élément nouveau, une déclaration commune, qui enjoint finalement le gouvernement et l'opposition à continuer de dialoguer et de négocier en vue d'une solution politique, et puis qui s'engage pour l'organisation d'élections. Alors, je prends les mots de la déclaration, équitable pour tous, transparente et inclusive, avec un accompagnement international, ça veut dire avec des observateurs internationaux en 2024 qui permettent de solutionner par une élection la crise la crise vénézuélienne. Et la nouveauté, c'est que le deal, en quelque sorte, c'est qu'en contrepartie de cela, eh bien, les protagonistes de cette réunion, c'est-à-dire l'Union européenne et la France, s'engagent pour pousser à ce qu'il y ait une levée des sanctions au Venezuela au moment de l'élection, suivie, c'est les termes de la déclaration, d'une levée toute entière, disons, de toute nature, des sanctions en vue de leur levée totale. Voilà, c'est ça qui est écrit. Donc ça, c'est nouveau. C'est très bon pour le gouvernement vénézuélien parce qu'il a un engagement, c'est un élément nouveau. Et évidemment, les Européens font cela parce que c'est une manière aussi de montrer qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, la plupart des gouvernements latino-américains veulent que cette crise vénézuélienne cesse, qu'aujourd'hui tous les pays latino-américains, de fait, ont normalisé leurs relations avec Nicolás Maduro, l'invitent dans les sommets et veulent que cette affaire se règle de manière politique parce que les latino-américains ont beaucoup de problèmes à régler et il faut que la crise vénézuélienne s'arrête. Et c'est finalement les Européens qui prennent acte de cette situation. Ce n'est pas pour rien qu'il y avait Lula, qu'il y avait Alberto Fernandez, etc. Les Européens doivent prendre acte de cela et changer de position, parce que jusqu'à présent, ils soutenaient Juan Guaidó et étaient plutôt sur la ligne dure de Washington, s'ils veulent pouvoir justement revenir en Amérique latine d'une certaine manière pour tourner la page. Bon. Et donc les Européens prennent acte de ça et le montrent de manière ostensible. Et c'est aussi un message du coup à leurs alliés états-uniens sur ce dossier vénézuélien donc, qui connaît un nouveau développement au sortir de cette crise entre entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine.